Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio. Quoi acheter en cas de fin du monde ? Il vaudra mieux être préparé. Pensez à acheter beaucoup de nourriture et faire du stock. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler un petit peu de survivalisme avec l'actualité qui est assez stressante je trouve, du moins pour moi. Si tout part en couille, au moins avec une voiture comme ça, je peux m'en sortir. Ça se répare en 2 secondes avec du fil de fer et du chewing-gum. Parmi les grandes obsessions que brasse l'extrême droite avec constance, on trouve l'idée que le monde occidental serait au mieux menacé, au pire déjà rongé de l'intérieur, par des invasions de hordes d'étrangers, tous plus ou moins barbares. Face à ces dangers, qu'on nous assure aussi multiples que pressants, tous n'ont pas la même réponse. Certains courants prônent un repli, une réorganisation en communautés fermées, d'autres se préparent à un grand soir racial en stockant des armes et des vivres, d'autres enfin tentent de repeindre leurs projets xénophobes en vert en adoptant des discours venus des courants écolos. Bref, comme souvent dans ces mondes tentaculaires et groupusculaires, c'est un peu le bordel. C'est réaliste. C'est la dure réalité dans laquelle nous vivons. Quelle catastrophe pourrait arriver ? C'est une attaque de missiles nucléaires de longue portée. Alors pour y voir plus clair entre les survivalistes, les séparatistes et les écofascistes, on a décidé de détricoter tout ça dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Il est environ 1h du matin et il fait beaucoup plus froid que ce que je pensais. Et notre guide dans ce bazar radical, c'est Stéphane François. Il est historien et politologue, c'est un fin connaisseur de toutes ces questions auxquelles il a consacré de nombreux ouvrages. Le dernier en date s'intitule « La nouvelle droite et le nazisme, une histoire sans fin » et il est paru aux éditions du Bordelot. J'ai commencé par lui demander à partir de quand se fait la jonction entre les mouvements survivalistes et l'extrême droite. Le mouvement survivaliste à l'extrême droite va être préempté bruyamment à partir des années 2010. Donc, c'est relativement récent. Le survivalisme aux États-Unis, c'est une peur de la guerre froide et donc se préparer à une guerre nucléaire pour survivre. Ça, c'est le survivalisme 1. Le survivalisme 2, toujours aux États-Unis dans les années 70, c'est les groupes suprémacistes blancs qui fuient la guerre ethnique. Et donc là, guerre ethnique, refus de la guerre froide et aussi refus de l'État fédéral. On a un certain nombre de choses. Dans l'imaginaire occidental, les films survivalistes dans les années 70, on en a des tonnes. Délivrance, voilà, film survivaliste. Mad Max, film survivaliste. La colline à des yeux, survivaliste. Bon, ils sont bien dégénérés en face. Mais voilà, Massacre introntronneuse, on est dans des films survivalistes. Mais l'archétype, ça reste quand même Délivrance, qui est quand même un film typique là-dedans. Et donc le survivalisme est plutôt protéiforme dès le départ. Il y a une préemption progressive aux États-Unis qui va se faire par l'extrême droite et les suprémacistes blancs. Et en Europe, voilà, ça va attirer, on va dire, quelques marginaux de chez marginaux, donc qui vont être considérés comme des cinglés. Et c'est tout. À partir des années 2000-2010, il y a cette idée que notre monde est fini, qu'on arrive au peak oil. Petite parenthèse pour préciser, le peak oil ou le pic pétrolier, c'est un terme qui désigne le moment où on aura atteint le maximum des capacités pétrolières dans le monde et où donc ces capacités vont commencer à décliner. Alors les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur la date de ce pic. Certains estiment qu'il a été atteint dans les années 2000-2010, d'autres qu'il arrivera en 2025 et d'autres encore qu'il sera plutôt pour 2050, tout ça étant évidemment lié à l'application ou non des politiques de réduction de l'usage des énergies fossiles. Fin de la parenthèse, retour à notre discussion avec Stéphane François sur l'adoption à l'extrême droite des thèses survivalistes. On va avoir un début de survivalisme matiné d'écologisme à l'extrême droite en disant qu'il faut préparer un changement de civilisation. Mais le survivalisme, ça apparaît dans les années 2010 avec Piero San Giorgio, qui est un militant ethno-nationaliste. Non violent, il le dit, il le reconnaît assez facilement, mais voilà, on a un exemple là. Et à partir de San Giorgio, effectivement, ça va se diffuser à l'extrême droite. Alors, ça prend quelle forme ? L'idée principale, c'est d'arriver à l'autonomie, donc de se créer une base autonome, autarcique, avec des armes, évidemment, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à fabriquer une hache, à couper du bois, à survivre, etc., etc. Et quand on a les moyens de mettre en place des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, ce genre de choses. Il y a aussi un autre aspect culturel, c'est que ces bases doivent être aussi des lieux
de protection de la culture, donc emmener des livres. Voilà, pour que la société puisse se maintenir. Donc on est à la fois chez Mad Max et dans le livre d'Eli, si on continue dans les références cinématographiques. Donc voilà, il n'y a pas que ce côté-là, mais il faut apprendre à se défendre. Et il y a un côté aussi qui vient aussi du camp des saints de Jean Raspail, livre culte de la mouvance identitaire actuelle, mais écrit en 73, qui raconte l'histoire d'une personne qui se réfugie dans un phare et qui tire dans le tas pour empêcher les hordes, c'est quasiment ça, d'Indiens ou de Bengladi qui tentent de fuir la misère dans son île du camp des Saints. Le thème est simple, le thème du camp des Saints. Jean Raspail sur la RTBF en 1973. 3 millions d'individus très faibles, misérables, qui n'ont plus aucune chance, arrivent des confins de l'Asie sur des vieux bateaux rouillés, s'échouent en Méditerranée, enfin sur la côte d'Azur. Ils sont 3 millions, voilà, 3 millions, et derrière d'autres flottes sont prêtes à partir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le thème du camp des Saints. Est-ce qu'il faut résister, et comment résiste-t-on à la faiblesse? Est-ce qu'il faut être cruel et les rejeter à la mer? Ou est-ce qu'il faut les accepter et accepter aussi peut-être un changement considérable, même majeur, définitif de notre existence occidentale? Voilà le thème du camp des Saints. Et je suis de plus en plus persuadé que nous allons vers un antagonisme, sans vouloir être catastrophique, n'est-ce pas? Nous allons vers un antagonisme certainement tragique. C'est une éventualité qui, pour moi, reste toujours possible. Bien entendu, le camp des Saints est un livre symbolique. La façon dont il décrit l'envahissement, c'est un peu comme comme les paraboles de l'Évangile ou comme les grandes histoires bibliques. Ce n'est pas comme ça que ça se passera vraiment, mais je suis très, très inquiet à ce propos. Il y a cette idée-là de se préserver, parce que pour l'extrême droite identitaire et pour une partie, même la majorité des survivalistes d'extrême droite, nous sommes dans une guerre ethnique. Une manifestation concrète, selon eux, les émeutes de banlieue. Même avant qu'on commence à parler de remigration au sens propre, on est déjà dans cette idée qu'il y a une immigration-colonisation et on va être détruit, supplanté par ces hordes de sauvageons à casquette des banlieues. Il y a une volonté aussi de se vivre comme étant déjà en guerre. C'est-à-dire, non pas uniquement de se préparer, mais de se vivre comme étant déjà dans cette situation. Ah, il y a déjà cette situation. C'est parce qu'on est dans cette situation qu'on va créer notre base autonome. Voilà, il y a cette logique-là. C'est vraiment calqué sur la mentalité américaine, des survivalistes d'extrême droite américaine. La guerre a déjà commencé. Et d'ailleurs, pour un certain nombre de groupes, il y a aussi la volonté de créer des communautés raciales blanches en Europe de l'Est. Pendant un temps en Ukraine, en Russie, en Pologne, en Roumanie. Voilà, c'est la communauté de Conversano et de quelques autres. Il y a cette volonté-là. Ce fameux Conversano, c'est Daniel Conversano, un extrémiste de droite, raciste, néofasciste, ancien compagnon de route de Dieudonné. Conversano, il est d'ailleurs connu sur Internet pour s'être fait casser la gueule en vidéo par un autre camarade de Dieudonné, Alain Soral. Alors d'abord, je vais me définir. Je suis un nationaliste blanc occidentaliste, c'est-à-dire que je considère que la vie en Occident est la meilleure possible et qu'elle doit être préservée. Je ne suis pas un identitaire, Soral, quoique tu l'aies dit souvent sur Facebook pour monter ta petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un identitaire. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Non. Tu me respectes pas? Non, je te respecte pas. Non, je me fais pas manquer de respect par cette petite merde. Alors, outre ces discussions numériques entre intellectuels, Conversano, et on en revient à notre sujet, a fait parler de lui ces dernières années en prônant haut et fort la nécessité pour ses amis patriotes de s'expatrier hors de France et des pays un peu trop laxistes, selon ses critères, vis-à-vis de l'immigration. Et ainsi installer des colonies de repeuplement autonomes et surtout monochromes dans des territoires plus favorables. Lui a choisi par exemple la Roumanie. Sur le sujet, je vous renvoie notamment aux excellents papiers signés sur le personnage par Maxime Massé et Pierre Plotu chez Street Press.
Cette tentation séparatiste, donc, elle nous amène à nous poser la question de la violence et des armes. La nécessité de s'armer pour défendre sa communauté, c'est une rengaine bien connue à l'extrême droite, surtout dans les milieux américains, ce qui a donné lieu déjà à des heurts violents entre des milices et les forces de l'ordre. Il y a effectivement des agressions très musclées avec des communautés survivalistes, notamment dans le Montana, où le FBI a été reçu avec des armes lourdes. Les survivalistes américains, européens font attention à cela. Donc ils vont faire en sorte de ne pas avoir d'armes visibles, de ne pas manifester bruyamment leur goût pour les armes. On n'est pas chez les Proud Boys à l'américaine. Donc ça reste relativement discret. Mais l'idée est là. C'est-à-dire que les forces de police sont vendues à l'État. Donc ils ne sont pas des nôtres, ils sont contre nous. Ce qui permet de leur développer un discours très victimaire de la part de l'extrême droite. Ouais, on est persécuté, je suis un rebelle, j'aime pas les flics. Ben oui, ils oublient de dire le reste de la phrase. Depuis 1945, la police n'est plus aux ordres de l'extrême droite. Et on a cette image-là, mais néanmoins, il y a un point commun, depuis même les années 70, avant même l'arrivée de ces communautés survivalistes, il y a à l'extrême droite la plus radicale le goût pour l'entraînement militaire, les marches, la manipulation d'armes, etc. Il y a un certain nombre de reportages des années 70 qui montrent des groupes néo-nazis qui s'entraînent en forêt dans les Alpes Jura ou ailleurs, coucher, faire des marches de nuit, etc. Ça fait partie de leur imaginaire. Et aussi du fait qu'il y a des instructeurs d'extrême droite qui sont aussi des officiers ou des sous-officiers de l'armée. Ça, faut être honnête, il y a quand même pas mal de militaires à l'extrême droite. Et donc, en fait, là encore, c'est quelque chose d'agglutinant. Donc, on a cet entraînement paramilitaire. Il y a cette idée de guerre ethnique, il y a cette idée que le monde est fini, qu'on va bientôt arriver à l'effondrement civilisationnel, qu'il faut se protéger. Et tout ça, ça s'agglutine, ça se crée. Et depuis les années 90, il y a le modèle à l'allemande, avec le hameau de Yamel, avec un J, qui est en fait un hameau qui a été racheté par des militants néo-nazis pour se faire une communauté en Allemagne. Donc voilà, on a une hybridation des pratiques des deux côtés de l'Atlantique. Parce que les auteurs américains sont traduits et lus, et inversement, des auteurs français ou européens sont traduits et lus. Donc on a une hybridation, et on a des pratiques qui évoluent en fonction des uns et des autres. Pour terminer cette discussion, j'ai eu envie d'évoquer ce qui peut sembler être un paradoxe, à savoir la relation qu'ont certains mouvements d'extrême droite avec l'écologie. Alors l'écologie, pour nous tous, c'est avant tout un courant lié à la gauche, voire à la gauche de la gauche, et un ensemble de valeurs a priori incompatibles avec la droite radicale. Je dis bien a priori, car on va le voir, c'est loin d'être aussi simple. Il n'y a pas de paradoxe. Le paradoxe, c'est de considérer que l'écologie est de gauche. Ce qui est une erreur totale. Quand on parle d'écologie, on a la mise en avant d'un conservatisme des valeurs. C'est-à-dire qu'il y a la défense de pratiques qui relèvent plutôt d'une forme de conservatisme, donc plutôt à droite, qui a été repris par la gauche. Je donne un exemple, c'est par exemple l'idée de patriotisme, de nationalisme, Révolution française, donc le peuple en armes à Valmy qui se bat contre les forces coalisées, les immigrés, et qui va passer progressivement à droite et à l'extrême droite. Là, on a plutôt une mouvance écologique qui est plutôt vue au départ comme plutôt quelque chose de conservateur et qui va passer vers la gauche. Et ça me vaut quand même régulièrement des volées de bois vert plutôt très virulentes parce que les militants n'aiment pas. Mais une fois qu'on a dit ça, là, le champ de compréhension devient plus clair. Si on considère que l'écologie et les thèmes écologiques ne sont plus de gauche, ce n'est pas du tout contradictoire de voir qu'une certaine extrême droite s'en empare. Surtout si cette extrême droite est régionaliste, si elle est anti-moderne, si elle critique la technique, etc., etc., etc. Alors effectivement, pendant longtemps, on a une extrême droite qui va faire l'éloge du productivisme, du prométhéisme blanc, c'est-à-dire les blancs sont capables de créer des civilisations, des techniques, alors que les peuples de couleur, que dalle, sont juste bons à être exploités. On va passer de ça au 19e progressivement à des courants qui vont défendre la nature, qui vont chercher à refuser la ville, la promiscuité, l'industrialisation. Parmi ces courants qui prônent une défense de la nature, on pourrait citer le mouvement Völkisch.
Alors c'est un mouvement politique allemand qu'on peut qualifier d'ethnopopuliste, qui prône un retour à l'ordre prétendument naturel des choses, avec une séparation des populations et une préservation de la pureté germanique. Cette nébuleuse de groupuscules qui est née entre la fin du 19e et le début du 20e, elle a influencé, entre autres, les débuts du parti nazi. Ces Völkisch étaient parmi les premiers à la fin du 19e à condamner la modernisation de l'Allemagne. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne passe d'un pays rural jusqu'en 1860 à quasiment la première puissance industrielle d'Europe dans les années 1880. C'est brutal. Donc il y a cette idée de défendre la nature, etc. On a un discours pré-écologique de type religieux avec un rousseauisme. Ou l'éloge d'un jardin d'Éden, la nature libre de population, etc., etc. Donc il faut préserver une nature sauvage, sans homme. À l'origine, on en trouve l'origine ou des manifestations plutôt de ce type de discours avec la création des grands parcs aux États-Unis, comme Yellowstone, les Blancs ayant viré les populations amérindiennes de la zone géographique pour avoir une zone sans êtres humains. Donc on a une forme de conservatisme qui se met en place. Et on a aussi l'idée qu'on a un monde qui devient de plus en plus industriel, de plus en plus agressif, et qu'il faut maintenir des pratiques traditionnelles, donc homéopathie, acupuncture, etc., etc. Donc un rejet de la science. On est dans les années 30, on a un panorama qui est déjà très intéressant. Dans les années 30, on va avoir aussi les premiers naturopathes, les premiers végétariens. Le végétarisme, ça se développe depuis très longtemps, mais c'est considéré comme marginal pendant très longtemps. Au XXe siècle, ça commence à se diffuser, ça devient de moins en moins marginal. Bref, on a tout un univers qui se crée, qui est appliqué à la fois par des groupes qu'on pourrait mettre à gauche et par des groupes qu'on peut mettre à droite. Sachant qu'à cette époque, parmi les gens de gauche, chez les anarchistes majoritairement, ou dans les gens qui sont marxistes, il n'y a aucune préoccupation de type écolo. Donc on a cette diffusion qui se fait, et donc là, comme on peut le voir, on a une mouvance qui est pré-écologique, mais qui n'est pas idéologique. Elle n'est pas marquée d'un côté ou de l'autre. On a une multitude de groupes, voilà. Et après-guerre, même pendant guerre, Hitler végétarien, Himmler qui aime bien les bains de paille, qui aime bien les tisanes, l'homéopathie, bref. On a aussi de plus en plus, à partir des années 40, une volonté de défendre la nature. Alors, quand on dit défendre la nature, c'est pas défendre l'environnement. C'est défendre les paysages, certaines populations animales, etc. C'est ce que j'appelle une écologie à la 30 millions d'amis. 60 millions d'amis, je crois, maintenant. Bref. Et après-guerre, cette écologie donc va se diffuser, et qui va se diffuser encore d'une manière touffue, et ça va se schématiser à partir des années 60. Donc, parmi nos premiers écologistes, on a quand même pas mal de personnes qui viennent de la contre-culture, et donc, pour certains d'entre eux, une ambiguïté quant à la modernité. On va avoir aussi, à ce moment-là, un clivage qui va aller à gauche, avec l'apparition de la nouvelle gauche, des autogestionnaires, etc. On est dans le sillage de mai 68. Donc, des régionalistes de gauche. Et en même temps, dans les années 60, on va voir des militants, des rescapés, des survivants du Troisième Reich, des gens qui ont été dénazifiés plutôt facilement, qui vont aussi investir ce champ de l'écologie, notamment en Allemagne, mais avec un aspect Völkisch. Donc là, on va avoir progressivement une séparation, une division entre différentes familles d'écologie. Mais dès les années 60, on a des SS, notamment Robert Dain, un SS français, qui est 60-70, qui avait des publications comme dans une revue qui s'appelait L'Or Vert, qui était ouvertement écologiste, mais avec des termes raciaux, des considérations antisémites, etc. Bref, on va avoir une schématisation qui va se faire. Et cette schématisation va se faire dans les années 70, surtout 80, d'une manière plutôt facile dans certains courants, parce qu'il y a Heidegger. Alors, Heidegger, dans les années 50-60, certains auteurs de gauche le découvrent, le trouvent génial, mais il ne faut pas oublier que Heidegger est un Völkisch et un nationaliste. Ouais. Et donc, les thèses vont être reprises en ligne directe, notamment la critique de la technique. Et donc, là, avec la redécouverte des Völkisch, de la révolution conservatrice allemande,
Il y a un début de réflexion sur le rôle de la technique, la puissance de la technique, qui se fait en Allemagne dès les années 20, qui vont être repris par nos nationalistes européens et ils vont créer un discours écologique. Et ça se voit par exemple au sein de la Nouvelle Droite, de 68 à peu près 75. La Nouvelle Droite tape sur les écologistes en disant voilà, c'est des pastèques, c'est des gauchistes. Pastèques, rouge à l'intérieur, vert à l'extérieur. Insulte récurrente pour qualifier les écolos dans les milieux d'extrême droite. Donc, c'est des gauchistes, etc. Mais d'un autre côté, il y a une réflexion qui va se faire quant à la technique en disant oui, mais c'est vrai qu'on est en train de détruire notre monde. Et là, les aspects conservateurs vont fusionner naturellement, on va dire, avec les positions de droite et d'extrême droite. Et l'écologie d'extrême droite va se diffuser comme ça, au point de devenir cohérente et visible, médiatisée à partir des années 80. On a des points de convergence. Voilà, comme un truc qui me fait toujours marrer, des fondateurs des Grünen, donc repères de gauchistes, d'alternatifs, etc. Baldur Spigman, un ancien SS, qui dans les années 60-70 s'habillait en folkish. Voilà, en tenue pseudo-traditionnelle, barbe, cheveux longs. C'est un ancien SS. Donc voilà, il y a des passerelles comme ça qui semblent improbables, des rencontres, des collaborations, des chocs, des confrontations qui font que, en fait, l'histoire du mouvement écologique, c'est pas celle qui est racontée par les militants de gauche. Ça, c'est une vision hémiplégique qui ne veulent pas voir le côté obscur. Merci à Stéphane François pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.